Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 12 mai. L'ouverture officielle de la 7e édition du Rendez-vous québécois du loisir rural qui a eu lieu mercredi, le 8 mai dernier. Jannick Aubu de la poissonnerie Aubu de Saint-Godefroy nous parle du début de saison du homard pour cette année. Annick Lepage, la directrice de droit et recours en santé mentale, est passée nous voir en notre studio à l'occasion de la Semaine nationale de la santé mentale qui s'est déroulée du 6 au 12 mai dernier. Antoine Boissé-Gadouri, membre travailleur des potagers partagés, nous informe sur la fin de saison pour Baie des Saveurs ainsi que sur leur vente de semences et semis. Et Dominique Giroux, la fondatrice de Sauvetage Adrénaline, nous parle de la formation de sauveteur national option océanique, formation dont ils sont les seuls au Québec à l'offrir. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, mercredi le 8 mai dernier avait lieu à la base de plein air Bellefeuille de Chandler l'ouverture officielle de la 7e édition du Rendez-vous québécois du loisir rural. Madame Nadia Minassian, la préfète de la MRC du Rocher-Percé, ouvrit l'événement avec une discussion animée aux allures de l'émission Tout le monde en parle sur la politique de développement et d'optimisation du sport et de l'activité physique de plein air de la MRC du Rocher-Percé. En voici un court résumé qui débute tout d'abord avec la présidente. J'ai une grande fierté de vous accueillir dans notre belle région, ce 7e rendez-vous québécois du loisir rural. Je me fais la porte-parole de toute l'équipe de l'URLS Gym, administrateurs et employés, pour vous souhaiter la bienvenue à vous tous, travailleurs et travailleuses, en loisir rural, conférenciers et partenaires. Vous êtes près de 200 personnes à prendre part à cet événement provincial. L'URLS Gaspésie-les-Îles, le regroupement gaspésien du loisir municipal et la ville de Chandler ont travaillé très fort pour vous offrir un rendez-vous à la hauteur de vos attentes. Je vous souhaite donc un séjour riche en partage et en enseignement, vous permettant de faire de belles et enrichissantes rencontres et d'ainsi repartir avec de nouvelles idées pour le développement de vos communautés. Bon rendez-vous québécois du loisir royal, c'est presque royal, hein? C'est royal, avec tout le trajet que vous avez fait pour venir nous voir dans notre belle région, ben c'est royal. Hein? Alors, bon séjour en Gaspésie, profitez-en. C'est un beau coin de pays. Comme la mer, c'est notre beauté, c'est notre inspiration, c'est notre lumière. Alors donc, bienvenue chez nous et bon séjour, bonne fin de semaine aussi. Je vais vous donner un peu d'historique. Moi, j'ai 2 enfants. Alors, j'ai un enfant de 9 ans et 4 ans. Alors, c'est sûr que je suis portée à être beaucoup dans les sports avec les enfants, tout ça. Alors, j'ai la chance d'avoir vraiment une lecture terrain de ce qui se passe dans ma MRC en termes de sport, d'offres sportives. Mais aussi, pendant la campagne électorale, quand je faisais le tour, j'ai eu beaucoup de parents qui me parlaient de l'offre sportive de la MRC, des infrastructures, de l'état des infrastructures. Et c'était une tendance. J'en ai entendu parler partout. Il y a 2 choses que j'ai beaucoup entendu parler. C'était le sport. Et l'autre chose, c'est que les jeunes ne faisaient pas confiance aux élus. Alors ça, j'entendais beaucoup parler. Les jeunes disaient, ouais, mais même si je te dis ça, il n'y a pas d'élus qui nous écoutent. Alors ça a été vraiment les deux éléments que pendant la campagne, j'avais fait. On fait toutes des promesses électorales. Et moi, dans mes promesses électorales, j'avais dit que je travaillerais à mettre en place une politique sportive et aussi qu'on ferait un sondage jeunesse dont vous allez entendre parler un petit peu plus tard. Au départ, c'est sûr qu'il y a la concertation dans la population. Alors, de voir, et ça, on a demandé à nos gens sur le terrain de devenir les représentants de notre population. Alors, on a demandé à chaque municipalité de nous amener des acteurs qui étaient pertinents dans leur terrain au niveau du sport, de s'asseoir autour d'une table pour faire un comité qui allait être le comité qui allait porter la politique sportive. Je vous dirais que la concertation, là, c'est moi qui parle, alors je vais y aller avec mes lunettes à moi. La concertation qui a été particulièrement ardue de notre côté, c'était aussi la concertation municipale. Alors, on pense souvent que la concertation, c'est juste au niveau des citoyens, mais c'est aussi au niveau des élus. Alors, d'arriver, et corrigez-moi, là, je pense que j'ai des experts dans la salle, vous pouvez me ramener à l'ordre si je me trompe, mais je crois qu'on est une des premières MRC à avoir une politique sportive parce que souvent, c'est au niveau municipal que ça se passe et pas au niveau d'une MRC parce que c'est vraiment
difficile d'asseoir les municipalités ensemble et d'arriver à des ententes quand on est dans des optiques, comme je mentionnais plus tôt. Ils ont beaucoup de responsabilités. Alors, d'arriver à dire on va commencer à prioriser certaines infrastructures ou à investir dans certaines infrastructures, il y a toujours cette notion de guerre de clochers qui est sous-entendue et la crainte de perdre. Dans ce cas-ci, il fallait se concerter pour convaincre les élus que ça allait être gagnant pour eux d'investir dans cette politique sportive-là. Et je dirais que le troisième niveau de concertation, c'était au niveau des employés des municipalités aussi. Parce qu'eux aussi ont des rôles et responsabilités de garder certaines infrastructures ouvertes en place et d'asseoir ces gens-là autour d'une table et dire, écoutez, là, on aimerait ça que vous collaborez ensemble pour faire quelque chose qui est vraiment au niveau MRC. C'était pas intuitif au départ. Alors, il y a eu vraiment cette concertation à 3 différents niveaux, là. On est très content de vous accueillir ici aujourd'hui. Je l'ai dit, je pense que je l'ai mentionné, là, je radote, mais la Gaspésie, c'est un terrain de jeu incroyable pour le sport et le loisir. Pour moi, c'était la moindre des choses qu'on se dote d'une politique sportive, qu'on fait en sorte qu'on valorise ça. Alors, je suis très fière que vous avez choisi la MRC du Rocher-Percé pour tenir votre activité. J'espère que vous allez avoir la chance de réseauter, de contribuer à l'offre sportive du Québec et au loisir au Québec et surtout de découvrir notre belle région. Et si jamais, un jour, ça vous intéresse de vous installer, vous avez juste à contacter la MRC du Rocher-Percé, on va vous organiser ça. Mais entre-temps, profitez de l'activité, découvrez la Gaspésie, c'est magnifique ici, et essayez d'être le plus constructif possible pour nous amener aux élus des bonnes idées. Et je vous assure que j'essaierai de faire mon ambassadrice, justement, et de transmettre le message aux autres élus du Québec. Suite au début de la pêche au homard qui a débuté mercredi le 1er mai dernier, nous avons été rendre une petite visite à Jannick Aubu de la poissonnerie Aubu de Saint-Godefroy. Pour le homard cette année, c'est un début excellent. Malgré la température qui était froide, l'eau qui était froide, les prises sont là, le homard est au rendez-vous. Les pêcheurs sont contents de leur prise. La semaine dernière, le prix a été fixé à 7,50. Ils étaient aussi contents du prix. Ça fait qu'à date, tout s'annonce bien pour la saison 2019. C'est-tu beaucoup mieux que l'année passée ou c'est comparable? C'est un peu mieux que l'année passée. En date, je te dirais vite, là, peut-être 10 à 15 % de plus que l'année passée. Okay. C'est quoi les avantages que la population vienne acheter en usine au lieu d'acheter le homard sur le quai? Oh, ça, c'est sûr que pour les usines, ça aide à garder un prix plus fort aux pêcheurs. C'est quoi l'avantage qu'il y a de vendre à une poissonnerie? Bien, c'est l'économie locale, parce que les pêcheurs sont payés quand même à tous les semaines. T'sais, pour la poissonnerie, moi, j'ai du monde à payer pour garder les poissonneries ouvertes, pour garder un bon rendement dans les poissonneries. C'est important que l'approvisionnement se fait en poissonnerie. Là. Vous avez combien d'employés ici? Bon, nous autres ici, on est juste une petite gang de rien, mais on est une petite gang qui veut. On a du torque, comme on dit. On est quoi? On est une dizaine. Okay. Mais une dizaine qui a du cœur. Là, c'est vous qui fournissez l'empotage pour la peau, oui. Oui. Puis cette saison, dans le rang, au début, c'était un peu plus difficile. Là. Ça va quand même bien. Ça va bien. Les pêcheurs ont été boités en frais à tous les jours. Puis ça, c'est sincèrement une de mes fiertés. c'est vraiment parce qu'on pousse fort pour leur trouver du hareng. Puis... non, on pousse très fort. Je fais attention à mes gars d'hareng le plus que je peux. Puis ça, ben, ça donne que je fais attention à mes gars d'homard le plus que je peux aussi. Ils sont boités en frais, les pêcheurs aiment ça, le homard aime ça. C'est gagnant-gagnant sur toute la ligne. Oui, l'appât présentement est beaucoup plus cher qu'il était, mais c'est parce que la ressource est en diminution, beaucoup. Puis ça, il faut faire attention à ça. Il faut mettre des mesures de gestion qui sont plus sévères. Fait que ça donne moins d'entrées. Ça fait que vu qu'on a moins d'entrées, bien, le prix payé est un peu plus cher. Pas mal plus cher. Puis c'est sûr que le prix vendant pour les pêcheurs, c'est une de leurs dépenses qui est quand même assez considérable, mais déductible d'impôts. Ça fait que moi, je dis, je vois pas de perdant. Moi, en faisant attention à mes gars d'hareng, ils sont heureux d'être ici. Mes gars d'homard sont heureux d'être ici. L'homard aime ça, puis les gars, ben, ils reçoivent leur facture, puis
il y a un peu moins d'impôts à payer. Au lieu de le payer au gouvernement, ben il le donne à mes gars d'argent. Fait que ça revient à ça, puis dans les pélagiques. C'est le nerf de la guerre dans l'eau-mort, c'est ton appât. Si ton appât est bonne, tes prises d'eau-mort vont suivre. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis, est-ce que les prix sont déjà fixés? Pour l'appât? Cette année? Non, pour le homard. Pour le homard, pas pour cette semaine ici. La première semaine, il était fixé à 7,50. La deuxième semaine, là, vu que les îles de la Madeleine viennent de débuter, on est au Québec, on suit le plan conjoint. Ça fait qu'on va sortir avec le même modèle des 3 dernières années passées. On va savoir le prix lundi prochain. C'est basé sur la même fonction, c'est basé selon les ventes. Fait que les pêcheurs vont recevoir 85% des ventes qu'on effectue. Fait que c'est pour ça qu'on est sur un terrain incertain à voir combien le pêcheur va recevoir au bout de la ligne pour cette semaine. Puis ici, le prix en poissonnerie, c'est de combien? Moi, présentement, la première semaine, on a fixé le prix à 8,95 pour le vivant et 9,95 pour le cuit, peu importe la grosseur. Le prix est très, très, très raisonnable, mais comme ça, moi, ça m'assure que le homard est abordable pour tout le monde, qui est accessible pour tout le monde. Puis ça aussi, j'essaie d'influencer de « Gars, venez à la poissonnerie, là. Venez nous encourager à nous autres, là, parce que oui, on va faire des prix compétitifs, puis oui, on va vous garder de la livre et demie à 2, puis du 2 à 4. On va tout faire ça. C'est ça notre but, on est ici pour offrir un service autant aux pêcheurs qu'aux clients. C'est ça notre but ici. Puis là, en plus du homard, vous avez beaucoup d'autres produits aussi, là. Oh oui. Et ce printemps, on a une petite nouvelle cuisinière. On a des mousses aux crevettes, on a des mousses au saumon, on a des tartes au sucre qui est sublime. Droit et recours Santé mentale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a profité de la Semaine nationale de la santé mentale qui s'est déroulée du 6 au 12 mai dernier pour souligner toute l'importance de maintenir une bonne santé mentale et de rester vigilant en matière de défense des droits et d'acceptabilité à des soins respectueux de la personne. Annick Lepage, la directrice de droit et recours en santé mentale, est passée nous voir à notre studio pour l'occasion. Bonjour, Annick. Bonjour. Là, cette semaine, c'est la Semaine nationale de la santé mentale. Puis vous, ça fait 25 ans que vous êtes en service. Exact, mais c'est ça. Ça fait 25 ans cette année qu'on offre des services à la population de respect de défense des droits en santé mentale, oui. Pouvez-vous rappeler c'est quoi en gros? Bien, Droit et recours santé mentale, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui vient en aide aux gens dans le respect de leurs droits. Donc, on fait de l'éducation populaire, de l'information, de la sensibilisation. On fait aussi de l'aide et de l'accompagnement pour les gens qui ont un peu plus de difficultés. Et on a aussi des mandats vigilance. On travaille sur des dossiers systémiques collectifs, comme à l'égard du réseau de la santé et des services sociaux, comme par exemple. Puis le besoin en ressources, il est toujours là. C'est pas un mythe, là. Non, c'est définitivement pas un mythe. Écoutez, au niveau de la santé mentale, quand on parle de santé mentale, donc ça nous concerne tous. C'est pas juste une demande, une démarche individuelle, c'est une démarche collective. Nous, à Droit et recours, on n'a jamais autant travaillé de notre vie. On est malheureusement victime de notre succès. On est vraiment au niveau du travail à côté jusqu'ici. C'est le fun parce qu'on a une bonne réputation, une bonne crédibilité. C'est clair, ça le démontre. Mais c'est aussi un signe qu'une société va pas bien, qu'il y a des problèmes importants. Et ça, c'est inquiétant. Effectivement, au niveau de notre région, mais je pense que c'est la même affaire partout. Alors, ça prendrait davantage de sous, non pas à droit et recours. Ben oui, en fait, on a besoin d'argent, c'est clair, pour engager des gens puis aider les gens souffrants qui n'ont pas réponse dans le respect de leurs droits, mais en tant qu'accompagnement dans tous nos services de santé et services sociaux, il faudrait avoir davantage de services de qualité, qu'on soit mieux accueillis dans cette souffrance-là. Puis là, le 15 mai prochain, c'est une journée spéciale pour vous. Oui, en effet, c'est une journée qui est très spéciale. C'est une journée où on a décidé, l'ensemble des groupes de promotion défense des droits en santé mentale du Québec, à en faire une journée nationale. Et pourquoi une journée nationale? En fait, c'est la journée nationale non aux mesures de contrôle.
Pourquoi non aux mesures de contrôle? Bien, c'est issu d'une belle victoire historique que le groupe de promotion de défense de droit de la Montérégie a mené de front avec une dame qui s'appelle Lise Brouillard, qui agissait à titre de co-requérante avec le CDD, le collectif de défense de droit de la Montérégie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé un recours collectif. Ils sont allés jusqu'à la Cour supérieure. Ça a été une bataille là, de longue haleine contre l'hôpital régional Suroît de Valleyfield. Parce que cet hôpital-là, de manière spécifique, abusait de l'utilisation des mesures de contrôle à l'égard des patients, des gens qui étaient hébergés dans une institution psychiatrique de cet hôpital-là. Et ils ont fixé le délai, c'est-à-dire pour les gens qui ont été hospitalisés et qui ont vécu les mesures de contrôle de juin 2005 à juin 2008. Et ils ont gagné. Vraiment, c'est une bataille historique. On est très contents et l'ensemble des groupes de promotion de défense de droit avec notre association nationale avons décidé d'en faire une journée nationale. Et à chaque 15 de mai de chaque année, donc nous, cette année, on en est à la 4e année. Alors, on va souligner ça de différentes façons. En ce qui nous concerne, dans notre région, dans des régions du Québec où il y a vraiment un bassin de population important, ils vont revendiquer, manifester, se mobiliser devant les hôpitaux psychiatriques. Nous, compte tenu que le territoire est très, très grand, le bassin de population un peu plus bas, en effet, on est dans le 97 000 et non pas dans le million. Nous, ce qu'on va faire, ça va être de la promotion comme avec vous, des ateliers, des entrevues dans les médias. On va vraiment faire circuler sur Facebook cette journée de mobilisation. Et ça circule déjà sur notre page Facebook quelques témoignages de gens qui ont été victimes d'utilisation d'une mesure de contrôle de façon malhabile, de façon inadéquate, en respect de l'article de la loi. Et ils vont parler de leur vécu là-dedans, parce que pour nous, comme pour eux, une mesure de contrôle, c'est jamais thérapeutique, puis ça laisse des traces désagréables dans la vie des gens. Et juste pour rappeler aux gens, une mesure de contrôle, on parle d'isolement dans un lieu dans lequel on ne peut sortir librement, et ou de contention, ça veut dire attacher quelqu'un avec des sangles, des menottes, une ceinture abdominale, ce genre de choses-là. On le voit parfois chez les jeunes contrevenants, chez les personnes âgées, beaucoup en situation de démence ou d'itinérance sur les départements et principalement dans le domaine de la psychiatrie. Et nous, ce qu'on vise, c'est de revendiquer l'élimination, idéalement la diminution, voire même l'élimination de ces mesures-là, par le remplacement par des mesures alternatives, plus douces, plus accueillantes, plus adaptées à la souffrance des gens, en fait, plus accueillir cette souffrance-là. Puis, donc, par des intervenants et non pas par des procédés chimiques ou des genres de punitions et compagnie. Alors, ça va en améliorant, mais il y en a encore beaucoup trop. Je précise d'ailleurs qu'à ce propos, le CIS de la Gaspésie avait gagné le prix Citron l'année passée au niveau des prix Orange et Citron. Et bientôt, soyez à l'écoute, bientôt, on saura qui sera les récipiendaires 2019, prix Orange et Citron de la GDSMQ. On pourra en faire la promotion. C'est déjà la fin de saison pour Baie des Saveurs. Antoine Boissé-Gadoury, membre travailleur pour les potagers, nous informe à ce sujet, ainsi que sur leur vente de semences et semis. À chaque année, pour notre dernière livraison de Baie des Saveurs, on fait une vente de transplants. Puis ça, dans le fond, tous les transplants que nous, les producteurs de Baie des Saveurs, on a produits en trop, on les offre à la population. Ça fait que là, c'est des transplants qui sont de qualité maraîchère, c'est-à-dire c'est des transplants qui sont adaptés à la région, puis ne sont pas trop avancés dans leur stade de développement. Ça veut dire qu'ils sont prêts à être plantés en terre comme les a recevés. Puis ça qui va vous donner beaucoup plus de fruits puis de rendement que d'acheter des plants, mettons, dans d'autres centres jardins qui sont moins reliés avec l'agriculture. Parce que nous autres, notre but principal, c'est de faire des plants productifs pour nos clients. Fait que ça va être offert à la population le 1er juillet à la ferme ici à Passepébiac, 6e avenue. Sinon, à Caplan, au Jardin du village, il y a un point de vente là-bas. Puis à la Cigale-la-Fourmi, à Maria, c'est un autre point de vente. Puis la commande, idéalement, on la passe par Internet à partir du 27 mai. Les commandes vont être ouvertes. Puis, dans le fond, c'est sur le site bdesaveurs.ca. À gauche, il y a un onglet « Commander ». Vous cliquez là-dessus pour avoir la liste de tous les transplants offerts
Vous pouvez faire la commande sur Internet, puis vous allez payer à la réception, à la ferme, quand vous allez venir le chercher le samedi entre 13h puis 16h. OK. Puis c'est quoi les variétés qui vont être disponibles? Ben là, on a plusieurs plantes maraîchères, comme par exemple des concombres, des tomates, plusieurs variétés de tomates. On va avoir aussi des fines herbes, par exemple du basilic, du persil. Il va sûrement avoir aussi des crucifères, du brocoli, par exemple, ou des choux-fleurs, peut-être une coupe de laitue aussi, des transplants de laitue qui vont être prêts à manger, 5 semaines plus tard, ça veut dire au début du mois de juillet. D'autres plantes potagères là, pour les jardins. Puis il va aussi avoir des semences qu'on produit ici au potager partagé que vous allez pouvoir semer vous-même, comme des haricots par exemple, des courges, de la roquette, ce genre d'affaires-là. Là, on a au-dessus de 30 variétés de semences disponibles aussi. OK. Les prix, ça varie entre quoi et quoi environ? Ben, nous autres, on dit que c'est à peu près 1 pièce au pouce de pot. C'est-à-dire, si tu achètes une plante qui est dans un pot de 4 pouces, il va te coûter 4 piastres, 4,50 à peu près. Puis si tu achètes une plante qui est un peu plus petite, ça va te coûter 2 piastres. Ça veut dire les plants de tomates, on peut s'imaginer que ça va être vers environ 4 $. Ouais. Puis, dans le fond aussi, ça va être l'occasion de visiter nos fermes puis de voir nos autres produits parce que, comme je disais, c'est la dernière livraison de Baie des Saveurs. Donc, toute notre mise en marché hivernale se termine, mais chacune de ces fermes-là, on commence notre mise en marché estivale, qui se fait pas via des saveurs, mais via nos fermes en nom propre. Puis ça va être le temps aussi de s'informer à ce moment-là sur nos différents services puis produits, puis comment on s'abonne à nos fermes à ces différents points-là que j'ai nommés de vente. Là. OK. Puis juste pour rappeler aux gens, Baie des Saveurs, c'est de quelle date à quelle date? Baie des Saveurs, ça commence le 1er novembre. Ça fait que quand l'été est terminé et qu'on a tout récolté nos jardins, ben là, on commence à offrir tous nos légumes racines surtout, mais on a aussi de la verdure qui viennent de nos serres au début et à la fin de la saison. Puis ça finit vers le début mai. Mais on a toujours une vente exceptionnelle qui est la vente de transplant, qui est le 1er juin cette année. Ça fait que ça commence le 1er novembre environ, puis ça finit, si on exclut la vente de ce transplant, mettons le 1er mai à peu près. Là. OK. Vous êtes combien de cultivateurs au juste? Là-dedans, on est 6 cultivateurs de Saint-Godefroy à Carleton. OK. Ouais, puis c'est tous des produits biologiques ou en transition. Ça veut dire transition, ça veut dire que dans quelques années, les producteurs vont être certifiés biologiques. C'est juste que le temps que la terre soit biologique, ça prend un certain temps d'adaptation. Là. OK. Puis ici, au potager partagé, vous êtes certifié déjà? Oui, nous autres, au potager partagé, on est certifiés biologiques depuis l'an passé. Dominique Giroux, la fondatrice de Sauvetage Adrénaline, nous parle de la formation de sauveteur national option océanique, formation dont ils sont les seuls au Québec à l'offrir. Le programme Sauveteur océanique, c'est donné par la Société de sauvetage qui est établie à Montréal. Les jeunes ont un processus à faire. Fait que le dernier grade qu'ils ont à faire, c'est Sauveteur océanique s'ils veulent le faire. Ici, avec nos plages, bien, cette année, depuis l'année passée, la ville de Chandler opère. La grande ville de Chandler opère 3 plages. À Pabo, elle va avoir 10 ans cette année qu'on est ouvert. Pabo Mill et Newport, c'est notre 2e été. Puis c'est fantastique, c'est une belle réussite. Les gens, ils adorent ça. Donc, ça prend des employés formés. On ne peut pas engager la petite fille qui est en secondaire 5 qui veut une job d'été. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'un sauveteur océanique fait avec carte en poche. Ça veut dire qu'à la fin de leur secondaire 5, le cours se donne à la fin de l'été. Ils suivent, puis l'été d'après, moi, je les engage 30 heures, 36 heures semaine, dépendamment de nos besoins. Fait que le cours cette année va se donner du 29 juillet au 2 août. Le cours est pratiquement plein. Ceux qui l'ont fait l'année passée sont tous engagés cette année. Donc, ils ont une job garantie. Puis c'est quand même une très belle job, mais beaucoup de responsabilités. On a eu un sauvetage à Pabo il y a quelques années. S'il n'y avait pas eu de sauveteur là, on perdait une famille au complet. Fait qu'on a eu des sauveteurs là. Ça a été un sauvetage magnifique parce qu'ils ont été formés. Fait qu'on a sauvé 6 personnes. Fait que s'il n'y avait pas eu de sauveteur sur la plage à ce moment-là, bien,
on aurait perdu 6 personnes de la même famille. Fait que c'est quand même énorme. Fait que en mettant de la sécurité comme ça sur nos plages, on est ouvert toujours de 11h à 16h30 l'après-midi. Fait que je trouve que c'est des belles heures d'opération. Cette année, on en a engagé 12. Fait que Sauveteur Océanique devient le plus haut grade de sauvetage en mer. Puis nous, on le donne ici à Chandler. Puis il se donne océanique au Costa Rica, à Hawaï. Il se donne aussi dans ces régions-là. Sauf que la réalité de nos plages, comme je te disais tantôt, c'est l'eau froide. C'est pas toujours du beau temps. Fait que souvent, les jeunes, ils surveillent, nos sauveteurs surveillent en wetsuit. Ça a été une grosse été l'année passée. Fait que c'est pas facile, une job de sauveteur. Faut qu'ils sont alertes tout le temps. Les gens, les sauveteurs, dans la tête des gens, là, c'est eux autres, une belle job, ils se font bronzer sur la plage. Non, hein, c'est un mythe souvent avec les gens. Hein, mais je pense que quand on voit des sauveteurs sur la plage, ben les gens peuvent se baigner en toute sécurité. Puis le sauveteur qui est sur la plage, là, ben les gens, ce que j'expliquais l'année passée à la radio aussi, c'est que ces jeunes-là sont debout sur la plage de 11h à 16h30. C'est énorme. Puis ils sont responsables d'un plan d'eau énorme. On a une zone délimitée, par exemple. On a une zone surveillée, puis on a une zone non surveillée qui est identifiée. Fait que ce qui est important, c'est que le sauveteur agisse à Port-Beaumille. Si je vais à Port-Beaumille, une plage qui est achalandée, épouvantable, là, à la 3e plage à Port-Beaumille, où on a le bourg, on a le camping du bourg, on a le camp Bellefeuille qui est tout près. Fait que cette plage-là est toujours pleine. Il y a du monde dans l'eau, il y a du monde en dehors de l'eau, il y a du monde dans les caps de roche. C'est une énorme sécurité autour. Fait que le sauveteur, là, moi, la vision de moi du sauveteur, c'est qu'il est là pour faire de la prévention. Il est là pour éviter un incident grave. C'est ce que je dis aux gens. Les gens sont comiques parce que quand c'est leur plage, ils me le disent. Hein. Moi, là, je suis sur ma plage. C'est à moi, cette plage-là. Ben, je dis, vous êtes chanceux, on s'en vient faire de la sécurité sur votre plage. T'sais, puis j'ai dit, les sauveteurs, là, c'est pas des polices. T'sais, je dis, ils sont là pour faire de la prévention puis éviter un incident qui est donc bien important. Le processus de tout ça, ça commence à 13 ans. À 13 ans, là, ils vont faire une médaille de bronze, une croix de bronze. Ensuite, ils vont faire un sauveteur national à 16 ans. J'en donne un la semaine prochaine qui commence ici. Avant de faire un sauveteur national, il faut qu'ils aient fait un premier soin général. Ça aussi, ça va se donner la semaine prochaine ici. Fait que quand ils ont fini le sauveteur national piscine, là, ils ont accès au sauveteur océanique. Il y a un sauveteur plage et océanique. Plage, c'est pour surveiller des plages artificielles, genre le lac chaud comme Bellefeuille. La marina de Chandler, on a déjà eu des sauveteurs là. Ça, c'est des plages artificielles. Tu peux avoir juste un sauveteur plage. Fait que c'est la différence. Océanique, c'est en mer. Tu peux pas surveiller qu'un sauveteur plage sur une plage océanique comme Port-Beaumille puis Newport. C'est des plages reconnues océaniques parce qu'ils sont en mer. Fait que après leur sauveteur national piscine, ça vient de faire un sauveteur plage océanique. Moi, je donne les deux combinants. Moi, quand ils sortent de mon cours, ils ont les deux cartes. Plus opérateur nautique. Parce que pour chauffer une embarcation, un sidou, une petite embarcation à moteur, ça prend une carte d'opérateur nautique. Fait que moi, dans la formation, je leur offre le opérateur nautique, sauveteur national, plage et océanique. Fait que quand ils partent de chez nous, s'ils ont passé tout, pas sûr de passer, là, mais quand ils ont tout passé, ils s'en vont avec ça en poche. Fait que là, ils ont des jobs partout, là. Ils ont des jobs en Floride, ils peuvent aller travailler partout, là. La date limite, écoute, c'est sûr que le cours commence le 29 juillet. Fait que moi, j'ai pas de problème là, jusqu'à la veille du cours. Là, si les gens peuvent se déplacer et être organisés, c'est toujours mieux de s'inscrire avant parce que ça prend un wetsuit, des palmes, un masque, un tuba. Ça leur prend quand même un certain nombre d'objets puis de matériel pour venir à ce cours-là. Fait que s'ils n'ont pas de wetsuit, il y a une année, il y a un jeune qui a essayé de le faire en maillot de bain, là, puis je peux te dire qu'il a trouvé le temps long. J'ai été obligé de trouver un wetsuit parce qu'il n'aurait pas pu finir son cours. Puis de quelle manière que les gens peuvent communiquer avec vous? Eh bien, écoute, moi, je pense que soit qu'ils me contactent par Facebook, Messenger. Moi, mon cellulaire, c'est le 418-680-4122. Fait qu'ils peuvent me rejoindre en tout temps. Je vais être partie pour quelques semaines, mais les gens peuvent m'appeler. Là, je prends mes messages régulièrement, puis il n'y a pas de problème avec ça. Si les gens ont besoin d'informations, c'est quoi un sauveteur océanique, qu'est-ce que ça demande? Tu sais, il y en a qui vont m'appeler pour l'hébergement autour, parce qu'il faut qu'ils s'hébergent. T'sais, moi, c'est un cours qui va coûter cette année entre 800 et 1000 $ pour la formation. C'est pas cher parce que s'ils vont le suivre au Costa Rica, Hawaï, ben c'est 2500, 3000. C'est beaucoup de sous. Fait que moi, cette année, c'est du 29 juillet au 2 août. Puis les gens peuvent m'appeler n'importe quand, à n'importe quelle heure, je réponds.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 12 mai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.